On va peut-être passer à la présentation de Élodie et ensuite on reviendra sur le débat. Donc Élodie qui va nous proposer une intervention sur les perspectives d'un investisseur, donc IEP, sur la lutte contre la corruption et la façon dont Bonjour les à femmes tous, vous m'entendez adéquates de toujours bien? responsabilité gèrent cet enjeu. Élodie, vous avez à peu près 10-15 minutes. J'en profite pour commencer peut-être par réagir à ce qui vient d'être dit sur les statistiques. Moi j'entends Élodie, en tout cas, je t'entends. Chez IEP, quand on s'est lancé un peu dans cette réflexion sur le genre, on a été chercher un peu ce qui existait en termes de statistiques pour comparer en fait nos chiffres à des benchmarks sur le continent africain et quelques rapports qui m'avaient été utiles comme celui de McKinsey, Women Matter, qui paraît régulièrement d'ailleurs sur plein de zones dans le monde, avec la limite que c'était sur un panel d'entreprises cotées qui était pas complètement représentatif de nos géographies à nous. Donc c'était un petit peu la limite, mais qui concluait finalement à des statistiques qui étaient faibles, par exemple 5% de femmes dirigeantes dans ces boîtes cotées en Afrique, mais qui étaient pas plus faibles, je veux dire, en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Donc c'était assez intéressant, voire un petit peu meilleur même que dans d'autres zones géographiques. Donc c'était plutôt une surprise. Ensuite, on avait consulté un article de la Banque africaine de développement, beaucoup plus sur le tissu des micro-entreprises et des PME, où on arrivait à des statistiques autour de 15% d'entreprises dirigées par des femmes dans le tissu des PME formelles. Et chez les micro-entreprises, alors là c'est plus difficile parce que ça dépend des pays, puis il y a beaucoup moins de statistiques sur l'informel. Mais en gros, c'est quelque chose qu'on sait bien, mais les femmes sont extrêmement représentées dans le milieu des entreprises, des micro-entreprises informelles. En Côte d'Ivoire, elles sont majoritaires dans ce tissu-là. Et nous, au travers de nos investissements en microfinance, on s'aperçoit que les femmes sont souvent très très clientes et souvent représentent 50%, voire plus, des clients des institutions de microfinance. Donc voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que c'est un très gros enjeu pour les financiers qu'on est d'aller chercher les femmes là où elles sont, c'est-à-dire dans les plus petites entreprises, à des stades de très précoces de développement et souvent encore dans l'informel, et puis de les faire monter, disons, à l'échelle suivante, qui est un énorme enjeu pour toutes sortes de raisons. Voilà, peut-être juste commencer par ça et vous dire que ma présentation va être quand même assez axée sur plutôt la politique genre. J'essaierai de faire des liens avec notre sujet de lutte contre la corruption, qui est un sujet très important pour nous, mais je dirais qu'on traite de la même manière pour les femmes et pour les hommes, sans avoir forcément d'a priori sur le fait qu'une femme va être plus intègre qu'un homme, ce qui est quelque chose qu'on entend souvent. Mais est-ce que c'est vraiment avéré? Voilà, la question se pose. En tout cas, on n'a pas forcément de lien particulier entre les deux, dans le sens où on essaye sur cette problématique-là de l'appliquer et d'y réfléchir vraiment de la même façon, quelle que soit l'entreprise qui nous est présentée. Et voilà, je reviendrai peut-être là-dessus à la fin, et puis ce sera un résultat aussi assez complémentaire de l'intervention d'Anne Le Roland, qui était focalisée beaucoup sur ces sujets d'intégrité et du lien avec les femmes. Alors, pour commencer, peut-être, je ne vais pas être trop longue là-dessus parce que j'aimerais quand même qu'on garde du temps sur le sujet de l'inclusion et de la promotion des femmes entrepreneurs, mais peut-être quelques mots sur IEP en passant à la slide suivante. Donc, une brève présentation d'IEP pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, IEP existe depuis 2002. On est un groupe de fonds d'impact entièrement dédié aux PME africaines. Donc, c'est vraiment ça le cœur de métier d'IEP, c'est d'aller investir dans des PME formelles en Afrique, dans des pays qui sont à plus de 80% des pays fragiles ou des pays classés PMA, donc les pays les moins avancés. Donc, comme vous le voyez sur la carte, on est présent notamment on a des bureaux maintenant dans 7 pays africains, qui sont globalement qui représentent très bien nos pays de concentration. Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Madagascar, Niger et Sénégal. Donc, une bonne implantation en Afrique de l'Ouest notamment, francophone en particulier.
et un petit peu d'Afrique centrale, un bureau à Madagascar qui est très actif avec beaucoup d'investissements maintenant, et puis un souhait dans les années à venir de développer aussi de plus en plus sur l'Afrique de l'Est où on a maintenant quelques investissements. Aujourd'hui, on gère 4 fonds, donc à la fois depuis une équipe qui est en partie basée à Paris, mais maintenant majoritairement sur le terrain, pour donc un montant total de fonds sous gestion qui est de 160 millions d'euros depuis quelques jours avec la finalisation du second closing d'IPAE2. Alors ces fonds sont gérés donc par une équipe d'une 50aine de personnes et globalement on a 2 grands modes d'intervention. Soit on intervient au travers des fonds IPAE1 et IPAE2 auprès d'entreprises plutôt dans un stade de développement et déjà d'une certaine taille, qui ont prouvé leur concept, qui souvent opèrent depuis quelques années et qui sont dans une phase de fort développement, de forte croissance. Et là, ça va être des tickets d'investissement entre 500 000 euros et 3 millions d'euros. Et le but, c'est d'accompagner ces entrepreneurs, ces entreprises, sur une durée de 5 à 7 ans. Et donc, au terme de cette période, de façon classique, de revendre nos participations, avec l'objectif d'aller cibler des entreprises qui ont une forte valeur ajoutée locale, comme le mentionnait tout à l'heure Anne Le Roland, ces entreprises qui sont très tournées vers les marchés locaux, qui génèrent des biens et services de base pour les populations, notamment, qui sont aussi fortement créatrices d'emplois. C'est vraiment notre cible et on a toute une grille pour évaluer que chaque entreprise répond en fait à nos objectifs d'impact sur le continent. Et l'autre façon de procéder, c'est que par ailleurs, nous avons sponsorisé et nous sommes investisseurs de fonds nationaux, de fonds pays, qui sont gérés entièrement par des équipes locales, qui sont d'ailleurs enregistrées localement, et qui, elles, vont cibler les entreprises de plus petite taille, avec des investissements qui peuvent commencer assez bas. Alors on y reviendra même dès 30 000 euros au travers d'un programme spécifique d'amorçage qu'on a, et qui peuvent aller jusqu'à 500 000 euros, et qui donc assurent vraiment, elles, aussi qui ont cette possibilité d'être extrêmement proches des entreprises qu'elles accompagnent. Donc typiquement, en Côte d'Ivoire, comme Françoise Remarque connaît très bien ce fonds puisqu'elle fait partie de la gouvernance de ce fonds, nous avons par exemple le fonds Comoé Capital qui existe maintenant depuis de nombreux mois et qui investit donc dans des petites entreprises ivoiriennes et qui est dirigé par Issa Sidibé, donc un Ivoirien. Voilà globalement, donc on a une 60aine d'investisseurs, pas mal d'institutionnels de développement, comme la BAD, Proparco, Banque européenne d'investissement, FNO, bon, voilà, c'est les usual suspects, je dirais, dans les fonds en Afrique. Plusieurs entreprises et investisseurs privés aussi, donc par exemple Crédit Coopératif, BRED, BNP, Société Générale, Danone, Orange au niveau de ces fonds locaux dont on parlait, et un certain nombre de fondations, de family office et d'individus. Ça, c'est quelque chose qu'on a gardé au travers du temps, qui était vraiment l'ADN d'origine d'IEP, qui a été vraiment créé par des privés, entièrement au début et pendant les 4 premières années de la vie d'IEP. Et on a gardé un socle assez important d'individus privés et d'investisseurs privés et de family office. Et puis alors maintenant, dans la présentation, c'était 80, mais en réalité, aujourd'hui, on est à 100, ça va très vite, 100 entreprises partenaires, parce qu'avec ces fonds locaux qui sont maintenant déployés sur le terrain, les investissements vont très rapidement, c'est un petit peu exponentiel. Donc on est maintenant à 100 entreprises qui ont été financées sur le continent africain dans une très grande diversité de secteurs. Ça peut être des sociétés de transformation alimentaire, des institutions de microfinance, des cliniques, des sociétés de construction. Voilà, un panel assez large qui correspond aux besoins aujourd'hui qui sont constatés sur le terrain. Alors, je vais passer, pour ne pas être trop long sur l'IEP tout de suite, à la stratégie genre, donc, qui est sur la slide suivante. Donc, ça fait maintenant, je dirais, à peu près 3 ans qu'on a commencé une réflexion au sein de l'équipe, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup de gens dans l'équipe. On s'apercevait notamment qu'on avait un nombre finalement assez faible de femmes à la tête des entreprises qu'on accompagne en Afrique. Et donc le sujet a commencé aussi à se poser de cette façon-là.
Aussi parce que aujourd'hui, les investisseurs, et notamment les investisseurs institutionnels, c'est un sujet de préoccupation de plus en plus important pour eux, et tant mieux. Il y a une prise de conscience générale sur le fait qu'il faut mieux intégrer la perspective genre dans le monde de l'investissement, dans le monde financier. Alors les investisseurs d'impact, évidemment, ils sont sensibilisés tout particulièrement. Et donc on a commencé cette réflexion en équipe au travers d'ateliers, il y a maintenant environ 3 ans, pour essayer de comprendre comment, à l'échelle d'IEP, on pouvait promouvoir une meilleure parité entre les hommes et les femmes au travers de ce qu'on fait, c'est-à-dire de l'investissement PME. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti de nos objectifs d'impact, de ce qui fait qu'on existe et qu'on investit aujourd'hui en Afrique, et on a essayé de voir comment intégrer cette perspective genre. Alors nous, notre premier objectif d'impact, c'est de générer des entrepreneurs africains, de faire comme on dit, des rôles modèles, des gens qui réussissent, qui font des entreprises à la fois performantes financièrement, mais aussi qui ont une vraie valeur ajoutée locale, un ancrage local aussi important. Et ces rôles modèles, on se dit, il faut absolument qu'il y ait de plus en plus de femmes, qu'on puisse arriver idéalement à 50% de femmes parmi les entrepreneurs qu'on accompagne, alors qu'il y a quelques années, on était plutôt autour de 15%, ce qui correspond d'ailleurs aux statistiques. Donc je vais l'expliquer ensuite, mais on a toute une gamme d'actions qui va consister à faire du plaidoyer sur des entreprises dirigées par des femmes dans le portefeuille et d'avoir une démarche proactive en fait pour aller chercher des projets d'investissement dirigés par des femmes. C'est là que je pense le plus important pour nous, le plus emblématique. Après, on a une réflexion PME par PME qui est surtout ce qui est leadership féminin. Quand nous, on arrive dans une PME et qu'on investit chez elle, on prend toujours une place dans le conseil d'administration. C'est beaucoup d'accompagnement, on est très proche. Donc, on a cette possibilité d'abord au sein du conseil d'administration de veiller à ce qu'il y ait un certain nombre de femmes dans ce conseil d'administration. Et puis, par ailleurs, on est souvent associé au recrutement des personnes clés de l'entreprise. Souvent, ces entreprises sont dans des périodes de structuration, donc elles vont aller chercher un directeur financier ou une directrice financière, un directeur commercial, etc. Donc là, c'est vraiment des moyens pour nous de voir dans quelle mesure on peut essayer de faire émerger des candidatures femmes. Aussi au travers des clients, donc comment est-ce que nos entreprises répondent à des besoins de base, notamment pour les femmes, et d'essayer de faire émerger des projets autour de ça. Et puis on regarde aussi toutes les chaînes de valeur, donc les fournisseurs, les distributeurs. Voilà. Et enfin, on a évidemment, nous, un rôle un peu d'exemplarité. Donc avant d'aller prêcher la bonne parole auprès de nos entreprises en portefeuille, déjà regarder ce qui se passe chez nous et comment on peut arriver à avoir une vraie parité au sein des équipes d'investissement notamment. Alors on en parlera plus tard, c'est un petit peu un challenge, mais dans les équipes d'investissement, c'est particulièrement important parce que c'est les équipes d'investissement qui sont au contact des entreprises. Donc si on dit on veut y faire émerger un maximum de projets d'investissement portés par des femmes et qu'on n'a que des hommes dans notre équipe d'investissement, c'est évidemment plus difficile à faire passer. Et donc de façon générale, on a un objectif qui est de promouvoir au maximum les entreprises qu'on appelle à impact pour les femmes, qui vont être des entreprises, des PME où les femmes sont vraiment partie prenante des processus de décision. Donc elles sont soit actionnaires de référence, soit DG, soit présidentes, où elles représentent une part significative des postes de direction, des comités de direction, ou bien qui vont favoriser l'inclusion des femmes, qui vont fournir des biens et des services de base à des femmes, par exemple, ou qui vont avoir des programmes de soutien spécifiques pour des femmes en tant qu'employés, petits fournisseurs ou distributeurs. On a par exemple une entreprise Ultramile qui va bientôt participer à un webinaire de RSE et PED qui s'appelle Ultramile et qui emploie une très très grande majorité de femmes pour qui c'est l'occasion de disposer d'un premier emploi formel dans la grande majorité des cas avec des très bonnes conditions de travail derrière. Donc on a toutes sortes aussi de projets qui ne sont pas forcément dirigés par des femmes mais qui vont avoir des effets plus inclusifs sur les femmes. Alors si on passe à la slide d'après, je voudrais illustrer ça avec quelques statistiques. À notre niveau, je ne vais pas tout commenter d'ailleurs pour ne pas passer trop de temps, mais aujourd'hui, donc dans nos portefeuilles, on a environ 20% d'entreprises dirigées ou fondées par des femmes, ce qui n'est pas assez, et ce qui va, pour les raisons que je vais expliquer ensuite, se développer pas mal dans les années à venir. On a 57% aujourd'hui d'entreprises à impact
pour les femmes, notamment grâce à notre programme au travers du PDF2 que je vais décrire plus tard. Et on s'était donné comme objectif d'avoir 40% ou plus. Donc on est plutôt en train de le dépasser, mais je crois que voilà, faudrait encore aller plus loin et peut-être d'ici quelques temps même revoir à la hausse notre objectif. Et on a environ 20% de femmes dans les conseils d'administration de PME. On a comparé donc aux statistiques africaines et notamment celles qui viennent de Women Matter, de McKinsey, qui est 14% de femmes. Et alors dans l'équipe, on est totalement paritaire, enfin quasiment paritaire au sein des équipes. Et aussi au sein du comité de direction de l'IEP, donc ça c'est une bonne chose. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, la vraie question pour nous aujourd'hui, c'est les équipes d'investissement qui sont quand même, où les femmes représentent entre 30 et 40% des effectifs, ce qui est pas mal, ce qui est beaucoup plus que par exemple ce qu'on observe dans le private equity en France, où elles vont être plutôt autour de 20-25% des effectifs. Et ça, c'est un vrai sujet parce que là, par exemple, on lance une offre pour recruter un directeur ou une directrice pour un projet d'un fonds éducation panafricain. Et typiquement, ce qu'on observe, c'est qu'on reçoit beaucoup plus de candidatures d'hommes, de très bonnes candidatures d'hommes, en très grand nombre, et qu'on a du mal, en fait, à faire émerger des candidatures de femmes. Donc face à ça, et ça rejoint la discussion qui a eu lieu tout à l'heure sur les conseils d'administration, nous, notre objectif, c'est de faire émerger des candidatures de femmes. Donc d'aller, au travers des réseaux sociaux, de façon proactive, aller chercher, de cibler, c'est possible de le faire d'ailleurs, de cibler les femmes, d'aller demander, de briefer aussi les cabinets de recrutement, quand on lance une chasse spécifiquement là-dessus, pour qu'on ait à la fin comme objectif d'avoir dans notre shortlist de candidats à peu près 50% de femmes et 50% d'hommes, même pour un poste dans une équipe d'investissement où on sait que naturellement, et vous en ne faisant rien, on va avoir beaucoup plus de candidatures d'hommes. Si bien qu'à la fin, on recrutera le meilleur ou la meilleure. Il ne s'agira pas de recruter une femme parce que c'est une femme. En revanche, on se donne les meilleures possibilités pour qu'elles aient pu atteindre cette candidature. Et on voit effectivement qu'il y a pas mal d'autocensure et de freins à postuler pour des postes dans des équipes d'investissement. Voilà, je vais peut-être passer à la suite sur nos actions et notamment nos actions les plus récentes. Alors, un des premiers axes d'action, c'est qu'on a une activité très importante de plaidoyer chez IDP qui est menée par le département Business Development Communication et aussi par le club des entrepreneurs, puisqu'on a fédéré les différents entrepreneurs qu'on accompagne en Afrique dans un club. Et on essaye au maximum, sur tout ce qui est mise en avant de portraits d'entrepreneurs, etc., d'avoir beaucoup de femmes qui puissent parler de leur parcours, de leurs difficultés, de leur rôle aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Donc on a par exemple Radina Kounima, qui est une entrepreneuse d'une trentaine d'années au Sénégal, qui a monté il y a quelques années un réseau de cliniques pour la femme et l'enfant à Dakar et qui est intervenue d'ailleurs dans un webinaire RSE et PED. On a aussi une femme à la tête d'une entreprise agro-industrielle au Ghana, Catherine, qui est très active en communication. Donc on essaye de les promouvoir autant qu'on peut pour générer justement ces rôles modèles, ces femmes qui peuvent en inspirer d'autres. On a aussi toute une activité en ce moment qui consiste à essayer de renforcer la façon dont on analyse et qu'on suit nos dossiers sur ces sujets de genre. Alors il y a dans l'impact investing, il y a tout un mouvement aujourd'hui autour de gender lens, donc voilà, intégrer des perspectives genre, c'est un sujet extrêmement à la mode, je dirais, vraiment dans l'air du temps, et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Donc il y a eu par exemple récemment à Londres un sommet qui s'appelle Gender Smart Investing Summit, où la responsable d'investissement ivoirienne du PAE2 était présente, nous. Ce qui nous a permis à cette occasion-là d'apprendre un peu tout ce qui se faisait de récent en termes de scorecard genre, d'outils, voilà, toutes sortes d'outils sont en train d'émerger. Et d'ailleurs, il y a un site internet, Gender Smart Resource Hub, je crois le nom, qui a commencé à fédérer tous ces outils et à les mettre en ligne
Donc il y a beaucoup de ressources qui existent. S'il y a des personnes intéressées dans ce call, il y a de plus en plus d'outils et de ressources et d'idées qui émergent. Donc effectivement pour nous, c'est aussi pour renforcer notre approche genre, il y a vraiment développé de façon très proactive le pipeline d'entreprises à impact pour les femmes. Et ça se passe par des rencontres avec des réseaux et de la participation à des événements. Donc on est par exemple en lien avec Women in Africa qui fait régulièrement des événements à Marrakech sur ce sujet et qui est un réseau qui est en train de se développer très rapidement et de façon très intéressante. On a ce sommet à Londres. On a rencontré récemment l'entrepreneuse de Bouge ta boîte. Bouge ta boîte qui vise à créer des cercles d'entrepreneuses qui est en fait partie de la Bretagne et de la France, mais qui aujourd'hui fait une expérimentation à Kinshasa d'accompagnement entrepreneurs par des cercles de dizaines de femmes qui vont échanger régulièrement sur leurs bonnes pratiques, etc. On a aussi rencontré récemment le réseau de femmes business angels de Sisters Invest, qui vise à fédérer plusieurs business angels dans la diaspora africaine, notamment en France, pour aller financer des projets de femmes en Afrique. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et on essaye au maximum de se connecter pour pouvoir aider ces différentes initiatives. On est aussi membre, plusieurs personnes de l'équipe du groupe WhatsApp et LinkedIn sur Women in African Investment, qui a été lancé par Elizabeth Howard de l'ELAPA, très active sur ce segment. Et ce groupe est vraiment une formidable façon d'échanger, de créer, comme on dit, de la sororité sur le continent africain, d'apprendre plein de choses et de se tenir au courant des nouvelles des unes et des autres. Et enfin, dernier sujet donc, qui est très important pour nous, c'est tout ce qui est préparation à l'investissement et programme d'accélération pour les femmes entrepreneurs. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le vrai problème des femmes aujourd'hui, c'est qu'elles sont souvent dans l'informel. Et les statistiques parlent d'elles-mêmes, mais dès qu'on arrive au stade de PME formelle, elles sont plus que 15%, et quand on parle d'entreprise cotée, il y a plus que 5% de femmes à la tête de ces entreprises. Donc le vrai enjeu, c'est d'arriver à aller juste après la microfinance, disons, à leur faire passer ce pas, qui est très difficile, de la petite entreprise informelle à l'entreprise formelle, qui requiert en fait d'avoir accès à des financements. Et aujourd'hui, les femmes en Afrique ont beaucoup de mal à avoir accès à des financements parce que souvent, elles ne sont pas propriétaires des terres, de leur domicile, c'est souvent leur mari qui l'est. Et donc, elles ont beaucoup de mal à obtenir des prêts bancaires et à passer cette étape. Et puis, il y a sans doute un peu aussi d'autocensure. Et c'est d'autant plus dommageable que nous, ce qu'on observe, c'est qu'une femme qui est à la tête d'une entreprise, très souvent, elle va être dans des biens des services de base pour les populations. Elles sont souvent dans des services de base, dans de la transformation alimentaire, tout ce qui est vraiment absolument crucial aujourd'hui en Afrique. Et que par ailleurs, souvent, on voit une vraie corrélation quand il y a une femme qui est à la tête d'une entreprise. Il y a souvent beaucoup plus de femmes dans le comité de direction et même dans les employés. Elles ont tendance aussi, donc il y a des liens avec ensuite des aspects d'inclusion par les femmes. Donc ce qu'on a mis en place pour adresser ce problème, c'est qu'on a tout un programme d'amorçage financé par USAID, donc par la coopération américaine, qui vise à faire des avances remboursables, donc des prêts d'honneur, disons, des prêts qui démarrent assez bas, à partir de 30 000 euros, pour des projets vraiment de TPE, très petites entreprises, pour qu'elles puissent passer un premier stade de croissance et un premier stade de développement qui va leur permettre de rentrer dans le réseau des PME formelles et idéalement, à ce moment-là, elles peuvent devenir investissables par les fonds pays IPDF2 dont je parlais tout à l'heure, pour des montants donc entre 100 000 euros et 500 000 euros. Et aujourd'hui, grâce à ce programme, on arrive à financer là-dessus une très grande majorité de femmes. Par exemple, au Niger, sur 10 projets qui ont été financés par ce programme USAID, il y en a 8 qui sont portés par des femmes avec des projets souvent transformation alimentaire, cosmétique, laboratoire, donc voilà, donc aussi des secteurs dans lesquels on attend un peu moins les femmes. Donc c'est vraiment pour nous un outil fondamental pour avoir un vrai impact sur l'émergence de cet entrepreneuriat féminin. Et puis par ailleurs, on travaille au travers de IEP Conseil, qui est la branche formation et conseil d'IEP,
sur des formations en investment readiness. Et l'objectif est de monter des formations en investment readiness spécifiquement pour un public d'entrepreneurs féminins. Ce que va faire bientôt Cécile Carlier, qui dirige IEP Conseil au Nigeria, par exemple. Et on travaille aussi sur un grand programme d'accélération pour l'entrepreneuriat africain qui aura un axe genre particulier. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai déjà été un petit peu longue pour éventuellement répondre à des questions. Merci Élodie. Merci pour ce partage d'expérience en prenant le sujet et en l'approchant de manière volontaire. On peut faire bouger les lignes. Et, en tout cas, félicitations pour ce que IEP fait de manière. Anne, est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à la présentation d'Élodie? Très clairement, on voit qu'en plus, dans cette perspective de femmes africaines d'entreprise, il existe de plus en plus d'outils et d'aides finalement à construire ces business models. Donc pour ça, ça conforte la vision qu'il y a une véritable opportunité pour des femmes de tout niveau d'aller dans la création d'entreprise. Et j'aime bien l'idée dans ce que j'ai entendu que bah oui, une femme qui crée une entreprise, c'est souvent aussi une entreprise dans laquelle il va y avoir plus de femmes en poste à responsabilité. C'est comme ça, c'est naturel parce que la confiance est plus facile à accorder. Mais ça, c'est aussi une façon de promouvoir la responsabilité des femmes dans l'entreprise en encourageant les femmes à créer des entreprises. Voilà, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Très bien. Alors, avant de passer aux questions, moi, ce que je retiens aussi, c'est la notion de plaidoyer qui est importante. C'est vrai que les femmes, effectivement, lorsqu'on est dans cette approche volontaire d'accompagner, de présence de femmes dans tous les domaines, et notamment la montée des femmes de l'informel au formel et ainsi de suite, elle doit se faire aussi sous forme de plaidoyer avec l'environnement dans lequel on est, et notamment un environnement qui est quand même assez masculin. Ce que je peux peut-être relever aussi sur parfois la difficulté des femmes à se positionner, quel que soit, et notamment les femmes en position de cadre, c'est souvent la difficulté de la compatibilité entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc ça, c'est quand même souvent un des éléments qui crée parfois le blocage. Et donc là, nous, c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce programme de mentoring de femmes, voilà, avec un certain nombre d'expériences qui vont encadrer des femmes qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience, que ce soit d'ailleurs des femmes cadres et des femmes entrepreneurs. Et lorsqu'on a décidé de lancer ce programme de mentoring, on s'est posé la question de savoir pourquoi ne pas intégrer des hommes qui mentoreraient des femmes plus jeunes. Et une des réponses a été de dire que la question qui revient assez souvent, en tout cas à ces femmes-là, c'est comment elles arrivent à rendre compatible leur vie professionnelle et leur vie privée. Et a priori, une femme qui est déjà passée par toutes ces étapes est peut-être plus pertinente dans un premier temps pour accompagner et apporter les réponses à ces femmes-là qui se posent beaucoup de questions. Parce qu'effectivement, et particulièrement en Afrique, il peut y avoir le poids de la culpabilité de ces femmes qui veulent réussir et souvent se pose la question de savoir si ça ne se fait pas au détriment de la vie professionnelle, voire la vie privée. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que les hommes sont quand même assez ouverts. Je pense que Élodie et Anne, vous avez pu le constater. Il n'y a pas de blocage. Moi, je sais que je dois ma carrière professionnelle à chaque fois où des nominations, ou même la dernière fois que j'ai intégré le conseil d'administration, ce sont des hommes qui à un moment donné, ont proposé ma candidature. Donc, on n'est pas en opposition, mais il y a effectivement une forme de plaidoyer. Et le dernier témoignage que je pourrais faire, c'est qu'effectivement, je peux dire que quand j'étais chez Canal, je suis rentrée comme responsable financière de Canal Côte d'Ivoire à la création. Et lorsque j'ai dirigé la société, j'ai imposé, entre guillemets, que ce soit des femmes qui soient toujours à la direction financière. Ce dont je suis contente, c'est que depuis mon départ en 2010, il y a eu pas mal d'hommes qui sont arrivés en direction générale,
et ils ont perpétué, entre guillemets, cette approche que j'avais, puisqu'aujourd'hui, en tout cas chez Canal+ Côte d'Ivoire, les directions financières sont toujours portées par des femmes. Donc voilà. Il y a peut-être, alors je vais peut-être ouvrir les questions, une série de questions, et notamment pour revenir un peu à notre thématique, sur l'impact de leadership, de présence des femmes par rapport à la corruption. Est-ce qu'il y a des questions dans ce sens-là ou des témoignages? Voilà, je peux témoigner en attendant que des questions arrivent. Simplement dire que, alors c'est quelque chose de drôle que je partage avec vous, mais quand je travaille avec des entreprises un peu partout dans le monde d'ailleurs sur l'exposition au risque de corruption, que ce soit des collaborateurs ou des dirigeants, des chefs d'entreprise, ce qui ressort très souvent avec beaucoup d'humour, c'est que les femmes sont moins corruptibles que les hommes. Alors ça fait rire, mais finalement c'est souvent quelque chose que l'on constate simplement parce que déjà, sur un plan professionnel, encore une fois, une femme a souvent moins le besoin de prouver ce dont elle est capable, surtout quand elle est en position de chef d'entreprise ou de direction ou de gouvernance. Et par le fait d'avoir moins besoin de prouver, il y a aussi moins besoin de tout un tas d'éléments autour de réussite, de signaux forts reconnus par la société comme des éléments de réussite que peuvent être des salariés, qui peuvent être des niveaux de vie particuliers, etc. Et ça se retrouve aussi parce que dans la gestion de l'entreprise, une femme est souvent beaucoup plus frugale. J'utilise le terme de frugalité et non pas d'économie. Frugal, c'est d'utiliser l'énergie ou la ressource utilement en fonction de l'objectif que l'on a. Peut-être est-ce notamment en Afrique parce qu'il y a aussi encore cette préoccupation de et demain, et qu'est-ce qu'on va manger demain, et c'est ma responsabilité d'assurer ça. Et par rapport au témoignage que vous donniez, Françoise, je retrouve vraiment exactement toute cette démarche qui a été menée donc, par les femmes indiennes auto-entrepreneurs qui sont allées chercher des femmes qui n'avaient pas confiance en elles, qui n'étaient pas faites pour être des femmes d'affaires au sens simple du terme, qui n'avaient pas été éduquées au départ pour ça, et surtout, comme vous le disiez, qui souvent étaient culpabilisées parce qu'elles étaient amenées à le faire discrètement par rapport à leur mari, qui n'imaginaient pas qu'une femme puisse aussi être, à un moment donné, un entrepreneur ou source de recettes. Donc globalement, sur ce sujet de la corruption, on part avec, en tout cas, un crédit qui nous est accordé, ça ne veut pas dire qu'il y a une femme corrompue dans le monde, mais on part avec un crédit d'avance. Et puis, dans la mise en œuvre, et là je vais parler de mon expérience personnelle, dans la mesure où on va travailler ce sujet de manière extrêmement pragmatique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de partir dans des grands discours ou dans des grandes procédures, mais extrêmement pragmatique, eh bien, on se rend compte qu'on arrive à trouver des solutions. Un exemple, j'ai travaillé avec une entreprise au Mali qui avait des pratiques de corruption pour vendre ses prestations. Et en travaillant avec toute l'équipe commerciale, qui était principalement d'ailleurs des femmes, eh bien, il est ressorti qu'on avait une possibilité extrêmement simple d'arrêter ces pratiques-là en ajoutant de la valeur ajoutée à ce qu'on vendait et de ce fait en se différenciant et faire que notre produit devenait désirable et non plus un produit qu'on pouvait acheter à n'importe quel prix pour avoir. Donc il y avait aussi une capacité à réfléchir sur trouver d'autres solutions ou d'autres façons de faire pour être moins exposés au risque de corruption. Globalement, les femmes sur ce plan-là sont très réceptives. C'est un sujet qui n'est pas tabou, qui est facile de discuter, qui ne dérange pas, voire on arrive à en rire beaucoup, donc ça c'est pas mal. Là où quand on travaille avec des hommes, c'est parfois un petit peu plus délicat et donc il faut passer à travers déjà ces premières étapes. Et oui, c'est tout à fait c'est vrai. Et peut-être aussi pour aller aussi dans ce sens, c'est pour ça que encore une fois la conviction des femmes dans la gouvernance, la présence des femmes en direction est importante. Moi je sais qu'il y a aussi peut-être et surtout voilà, les femmes en entreprise, en direction générale, il y a aussi peut-être le regard d'un homme lorsqu'il y a une possibilité, ou alors qu'on parle d'une administration, etc. Moi, je me suis rendu compte, en tout cas, que les hommes étaient extrêmement
extrêmement gênée de pouvoir faire allusion à ce genre de pratique à une femme, surtout quand la femme regarde avec des yeux en montrant qu'elle ne comprend pas. D'une manière générale, les hommes reculent et ont peut-être un peu plus de difficulté à poser la question lorsqu'ils ont affaire à une femme en position de direction générale, parce que un peu gênés de leur poser, de leur demander quelque chose. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté et parce que il y a un rapport et puis surtout, en fait, moi, dans la réalité, ce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas les allusions, donc je ne pouvais pas être perméable. Et de manière générale, les gens reculaient. C'est intéressant comme retour d'expérience. Et peut-être juste ce que je dirais, c'est que la présence des femmes dans ces je pense aussi que les conseils d'administration qui sont ouverts et qui intègrent, qui sont plus équilibrés en termes d'hommes et femmes, ça limite aussi un peu le risque de l'entre-soi et de réseaux d'affaires, disons tout petits, où c'est aussi ça qui peut favoriser parfois des situations de corruption. Et alors peut-être juste sur un sujet, mais qui est assez connexe, mais c'est que ce qu'on observe aussi chez IEP, c'est que les femmes sont souvent très sensibles aux enjeux de responsabilité sociétale, de construction de valeur sur le long terme, d'ailleurs comme quelqu'un le mettait dans le chat, ça c'est vrai. Assez marquant de voir que finalement c'est rare. Alors de façon générale, les entrepreneurs qu'on accompagne sont sensibles à ces sujets, parfois plus qu'on pourrait l'imaginer, parce que la pauvreté, le niveau de développement de leur pays s'impose un peu à eux comme quelque chose sur lequel il faut travailler. Mais les femmes, c'est vrai, montrent une sensibilité, notamment sur les sujets de conditions de travail des employés, particulièrement importante. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer quand même qu'elles vont aller aussi être avoir un intérêt particulier sur ces sujets de lutte contre la corruption. Qui en Afrique, nous, je crois connaître l'exemple dont parlait tout à l'heure Anne Le Roland, et je crois que le problème aussi de la corruption en Afrique, c'est qu'elle ne se limite pas du tout à la sphère publique, et que nous, au travers de nos PME, on voit qu'il y a beaucoup de tentatives de corruption de la part du secteur privé, en fait, d'autres entreprises, d'autres PME, pour avoir accès à des marchés avec des entreprises en fait, qui contrôlent assez mal leurs employés, ou parfois qui laissent faire, ça je pense que c'est possible aussi, mais c'est voilà, la corruption s'étend un peu à tous les secteurs et très difficile parfois difficile et pose des dilemmes commerciaux parfois très importants aux entreprises qu'on accompagne. Mais effectivement, je pense que toute cette démarche et toute cette approche et ce modèle aussi, c'est important ce que vous avez aussi signalé sur la notion d'exemplarité et de rôle modèle. Ça aussi, ça a un impact et c'est pour ça que il ne faut pas hésiter effectivement à mettre en avant des modèles de réussite féminins et qu'elles témoignent et qu'elles s'engagent et qu'elles comment elles ont les clés de leur réussite, parce que souvent les femmes se considèrent ou pensent d'elles-mêmes que ce n'est pas possible de le faire.